Bonjour et bienvenue dans cette spéciale que nous avons décidé de consacrer en ce mois de décembre 2023 à la vie mancelle et sartoise. Et pourquoi ? Parce que ça bouge là-bas aussi, et puis parce que c'est son anniversaire. Elle est née au mois de décembre, me trompais-je, Jean-Pierre Guyard. 1959, oui, le 3 décembre, 1959 paraissait le numéro 1. Jean-Pierre Guyard, qui est le président de l'association. De l'association. Et le directeur de la publication. Voilà. C'est vous qui avez la responsabilité éditoriale du magazine. Donc s'il est écrit une bêtise, c'est vous qui irez en prison. Alors, en règle générale, oui, sauf que les articles sont écrits sous la responsabilité de l'auteur. D'accord, bon. Mais pour tout ce qui peut toucher à des droits d'auteur et choses comme ça, effectivement, c'est moi qui m'apporterai des oranges. Bon, en tout cas, vous êtes venus avec deux amis, enfin j'imagine qu'ils sont devenus des amis, en tout cas, oui. en cours de route, et deux des rédacteurs de La Vie mancelle et sartoise. À ma gauche, Patrick Mèche, bonjour. Bonjour. Et un petit peu à sa gauche, Gérard Blanchard, bonjour. Bonjour, bonjour. Ça fait combien de temps que vous collaborez à La Vie mancelle et sartoise ? Eh bien moi, c'est pas si vieux que ça, depuis 2018. D'accord. Hein, Vous êtes un jeune retraité, vous êtes un jeune retraité, voilà, c'est ça. Et le premier article que j'avais fait, c'était sur les frères Rodriguez. Ouais. Voilà. Ah, j'oubliais que vous étiez un spécialiste de l'automobile, passionné. Passionné, voilà, et actif à ce niveau-là. Alors vous regarderez demain matin à 7h, ça c'est pour ceux qui voient l'émission en première diffusion, à 7h sur LMTV, la deuxième manche de l'Asian Le Mans Série à Sepang, en Malaisie, c'est tôt, hein, avec Bruno Vandestick. Gérard Blanchard, vous avez une petite passion aussi, vous ? Oui, enfin, moi, ça fait déjà beaucoup plus longtemps, Patrick, que je sévis à la vie mancelle. Combien de temps ? Une quinzaine d'années. Ah oui, carrément. Puisque j'ai choisi ce genre de passe-temps qui devient un travail, finalement, dès mon arrivée à la retraite. D'accord. Et je disais, vous avez une passion particulière ? C'est quoi ? C'est le patrimoine ? Ah oui, c'est le patrimoine et c'est l'histoire locale, quoi. Donc, oui, comme par hasard, c'est juste les deux thèmes qui intéressent La Vie mancelle et sartoise. Tout à fait. Bon, puis ça, je connaissais ça depuis bien longtemps, mais je m'y suis vraiment intéressé au moment où j'ai eu le temps, quoi. C'est-à-dire... Jean-Pierre Guyard, vous ? Eh bien, je suis arrivé en même temps que la retraite. Ça fera 10 ans au mois de février prochain. Ouais. Alors mes passions, je dirais que c'est l'histoire, peut-être plus la culture sartoise. Ah bon ? Je suis peut-être plus attiré par tout ce qui est patois, tout ce qui est gastronomie sartoise, disons tout ce qui est le côté sartois. Et puis autrement, c'est vraiment les deux grandes passions dans la vie mancelle. Alors, en préparant, j'ai découvert que, donc, vous l'avez dit à un instant, vous fêtez votre 64e anniversaire, mais que vous êtes peut-être le dernier des dinosaures, j'allais dire, encore en vie, dernier magazine Histoire et Patrimoine en France. En France, oui, j'ai fait des recherches. Enfin, fait par une association en local, on est d'accord. Alors, attention, fait par une association en local uniquement par des bénévoles, j'en ai pas trouvé d'autres. Bon, est-ce qu'ils ont tous des sites internet ? Est-ce que, comme on en a un très développé, je ne sais pas. Mais toujours est-il que nous serions, je dis bien nous serions, les derniers des Mohicans. Donc vous pouvez en être fier. Oui, tout à fait. Combien de personnes aujourd'hui collaborent à La Vie mancelle et sartoise ? Disons qu'on a un noyau dur qui oscille aux alentours d'une quinzaine de personnes. Pas mal pour une association. Et puis, avec ça, on a des auteurs, ce que l'on appelle, nous, un auteur occasionnel. C'est-à-dire que vous avez des personnes comme, notamment, sur l'origine du turbotrain qui est né au Mans, qui, de temps à autre, c'est un spécialiste qui nous fait des articles comme il avait fait sur la gare de triage, et là, comme il nous en a fait sur le turbotrain. Qui avait un bruit particulier. Alors moi, je m'en souviens pas, c'est dommage. Un bruit de turbine, quoi. Ah oui. Alors, on l'entendait. Hein. J'en ai parlé avec des gens là, quand c'est sorti la semaine dernière. Ah, il me dit, ça y est, il a fallu que t'en parles. C'est bien ça, parce qu'il dit, je me rappelle, nous on habitait à 200 mètres de la voie ferrée. On était capable de dire, c'est le turbotrain qui passe. En effet. Donc vous avez des vice-présidents, Claude Goisdieu, Didier Béoutis, Alain Ménil, qu'on connaît bien évidemment. Ils sévissent aussi depuis un petit moment, certains d'entre eux. Ah, Claude Goisdieu, du haut de ses 89 ans et demi. Ah, en effet. Et toujours directeur commercial en titre.
Disons qu'au niveau activité, il réduit un tout petit peu parce qu'il est un petit peu moins mobile. Mais je peux vous dire que vous commencez à discuter, si vous le croisez, la seule solution pour pouvoir rentrer, vous lui faites un achat tout de suite parce que c'est un vendeur né. Bon, je note parmi les signatures qu'on trouve aussi dans ce numéro, Georges Bigot, André Ligné, Serge Morin, Daniel Levoyer, Benoît Hardy. Et alors, je ne savais pas que vous aviez un Bernard Hinault. Ah, si. Il vient en voiture ou à pied, il fait pas tellement de vélo, Bernard. Mais effectivement, Bernard Hinault, quand il s'est présenté, il a vu qu'après 5 ans de longue et paisible retraite, il était grand temps qu'il reprenne une activité, et c'est comme ça qu'il nous a rejoints. Bon, comment vous choisissez vos articles? C'est en fonction en fait, de ce que les bénévoles vous proposent, c'est ça? Voilà, parce que c'est pas une ligne éditoriale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une conférence de rédaction. Non. Tous les matins ou tous les mois en disant tiens tu pourrais nous traiter ça sous tel angle, toi faut que tu nous fasses non, c'est un petit peu la difficulté. Est-ce qu'ils acceptent, enfin je veux dire ils acceptent, non, c'est vous le comité de lecture, donc c'est vous qui décidez de ce que vous allez prendre, vous acceptez tout ce qu'on vous propose ou quasiment? Tout ce qu'on nous propose, Non, pas tout à fait. forcément. Non. Vous refusez certains articles? Oui, on oublie de les publier, on va dire. Oui, C'est plutôt ça. Il arrive. Soit ils ne sont pas passionnants, soit ils ne sont pas très bien écrits, soit ils ne sont pas assez précis. Pas suffisamment documenté aussi. Oui, c'est ça. Et Voilà. puis, quelquefois, il y a une certaine partialité qui n'entre pas dans la ligne éditoriale de la vie mensuelle et sartoise, parce qu'il y a à peu près autant d'idées politiques en salle de rédaction qu'il y a de personnes, Bien sûr. mais seulement... donner les idées de chacun à la sortie d'une réunion, on en est incapable parce qu'on est assis dessus. Pour le plaisir, on va juste regarder quelques couvertures de Vie Mancelle et Sartoise diverses et variées depuis une vingtaine d'années. Et ça, c'est il y a plus de 20 ans. C'était un spécial Europe, parce que c'est vrai que globalement, les rédacteurs de la Vie Mancelle sont plutôt européens, hein, d'après ce que j'ai compris. Hein. Oui. Et puis voilà, je laisse tourner les couvertures pendant que on parle d'actualité, puisque la Vie Mancelle évolue. Elle n'arrête pas d'évoluer. On le voit d'ailleurs dans les couvertures, d'une certaine manière. Ah, oui. Elle évolue avec le départ de celui qui faisait office de rédacteur en chef, c'est ça? Ben oui, Jacques-Henri Minier a fait valoir ses droits à la retraite, que je comprends pleinement, parce que c'est moi, pour l'instant, qui porte un peu le flambeau. Je peux vous dire que ça occupe à plein temps. Hein. Et puis, Jacques-Henri, il a quand même fait ça pendant 5 ans. Il a bien fait évoluer la qualité de la revue. Et puis, à un moment, la fatigue l'emportant un petit peu, et puis il a peut-être envie de respirer, de voir autre chose. Hein. Il reste rédacteur. Oui, voilà. Il reste rédacteur. Non, c'est d'autant plus intéressant que là, j'ai lu son article sur les vautours de Bonaparte, hein, c'est ça, hein? Oui. C'est incroyable, ça. Oui, c'est une affaire incroyable. Alors, je connaissais absolument pas du tout cette histoire. C'est une histoire qui se passe dans le Sud-Sarthe. Oui, au Lude. Au Lude. Où des gens finissent guillotinés quand même. Ah oui, c'était... On ne plaisantait pas avec la ça a mal discipline tourné. à l'époque. Effectivement, ça. Mais je vais vous dire une chose. Quand j'ai eu le manuscrit et que je l'ai lu 2 ou 3 fois parce que je trouvais passionnant. Ouais. Je ne connaissais pas non plus. Bon, c'est un long article en plus. Oui. Parce qu'ils ne sont pas tous de la même taille, on va dire. Ah tiens, à propos de taille, en termes de chiffres, ça donne quoi, la Vie Mancelle et Sartoise? C'est en gros entre 650 et 700 abonnés. D'accord. Et une vente moyenne au numéro en kiosque de 800 exemplaires à chaque numéro. Et c'est pas cher. Alors ça, je le dis pour ceux qui ne connaîtraient pas éventuellement. 25 € par an ou 40 € pour 2 ans. 40, C'est ce que j'ai vu sur le dernier 25, édito, hein. 48, oui, 20, Ah bon 25, 48. Ah bon? Je me suis trompé sur mon édito. Ah bah, Mon flûte, alors. Dieu. Bon, j'ai mal lu. Non, 48 € pour 2 ans. Bon, j'ai mal lu. Faut que Et j'en revoie on maintient à mes 6,80 le prix de... Alors vous de dites vente. ça parce que vous modifiez la périodicité. Oui, on modifie la périodicité. Combien il y en avait avant chaque année? Alors, moi, quand je suis rentré, il y a une dizaine d'années, on en avait 6. D'accord. Bon, on avait le 6e. C'était pas le 6e, c'était celui du mois de juillet, de fin juillet. Les gens étaient partis en vacances. Alors là, on en mettait la moitié à la benne. Oh, flûte. Bon, donc on a dit on va le retirer. Et puis là, on s'est dit, rédacteur en chef, il fatigue avec 5 numéros, ce qui est logique. Donc nous, on s'est dit, attention, on n'a personne pour remplacer. Donc vous devenez trimestriel. Nous sommes des vrais trimestriels maintenant. Très bien.
Bon, allez, on va parler un peu de ce que vous avez écrit, qui vous a donné du travail, j'imagine. Le Petit Creux, ça donne du travail. C'est pas le Petit Creux, pardon, c'est le Creux. Oui. Une paroisse qui n'existe plus. Paroisse disparue. Alors c'est un thème qu'on a essayé de mettre en avant. Il y a eu d'autres articles parus dans les derniers numéros sur Étival en Charny, sur Montreuil en Champagne, qui sont toutes des paroisses qui ont disparu au moment de la Révolution. Alors celle-là, elle est du côté de Brulon, entre Brulon et Saint-Denis-d'Orc, en fait, c'est ça? Oui, alors le Creux, c'est du côté de Brulon, c'est vrai. Alors c'est un hameau, hein, maintenant. Où il s'est passé des choses incroyables. Il y a un lieu qui s'appelle Tumoine, et pas pour rien. Oui, alors c'est une vieille histoire. Hein. En deux mots. En deux mots, c'était au moment où la paroisse était desservie par un prêtre ou un moine venant d'une abbaye proche, alors que le seigneur des lieux, quoi. Voilà, Enfin, le seigneur des lieux était un assidu à la messe, et un jour il était en retard, et les paroissiens et le curé du moment avaient commencé la messe, et alors le seigneur, ça lui a pas plu, ils se sont chamaillés avec le curé, et puis il a pris un mauvais coup, et d'où le nom de Tumoine. Mais là on est dans les années ancien, bien évidemment. 1600 ou 1700. En tout cas, ce qu'on découvre, et qui peut encore être valable aujourd'hui, j'imagine, c'est qu'il y a un joli point de vue sur... Oui, parce que contrairement à ce qu'on pourrait attendre, oui. le village, le hameau du Creux, n'est pas dans un creux, mais plutôt sur une butte, puisque on découvre du Creux toute la Charny, quoi. On a un point de vue circulaire sur la Charny. Et alors, Dieu sait si la Charny et la Champagne sont des régions qui sont magnifiques, hein, en bocage, etc. C'est vraiment très très beau. Alors, c'est un pays chouan. Ça vous le racontez aussi? C'est un pays qui était tout à fait aux avant-postes dans la chouannerie, hein. Comme les villages environnants, d'ailleurs. Hein. Bon, alors, et il en reste des vestiges, le calvaire? Il en reste un calvaire avec un beau cœur chouan taillé dans la pierre. Alors, on ne vous dit pas tout, hein, parce qu'il faut lire l'article, bien évidemment, mais bon, j'espère qu'on vous donne envie d'eux. Moi, j'ai découvert un mot, grâce à vous. Je vous en remercie, vous vous en doutez peut-être un peu. Hein. Quel mot? Ah bah oui, le myriamètre. Je ne connaissais pas le myriamètre. Oui, c'était une mesure de longueur. C'est une mesure de longueur, voilà. Et vous vous souvenez ce que ça fait comme longueur ou pas, le myriamètre? Ça doit faire, je ne sais pas, un million de mètres ou un truc comme ça. Alors ça fait 10 km. 10 km. Oui, 3 lieues. Oui. D'après ce que vous écrivez, en tout cas. Bon, bref, on y découvre aussi un château qui a évolué, qui est magnifique, qui s'appelle Fontenelle, c'est ça? Oui. Qui existe toujours? Qui existe toujours, mais qui est un château moderne, hein, qui date du 19e. Trop récent pour vous, ça. C'est pas... ça Non, on prend tout. Nous. Bon, voilà, alors, la paroisse du Creux à découvrir en Petite Charny. À découvrir aussi un pavillon, le pavillon bleu. Oui. C'est au Mans, c'est route de Sablé, mais il n'existe plus. Hein, il n'existe plus, non, le pauvre, il a brûlé en 1960. Alors, ce pavillon bleu, pourquoi cet article sur le pavillon bleu? Tout simplement parce que j'avais 5 ans à l'époque, non 6 ans, non 5 ans. J'ai vécu de loin un peu l'incendie. Mes grands-parents habitaient rue de la Bascule, au Mans, hein, près du port. Et nous étions invités, ils avaient invité toute la famille. On a entendu les pompiers passer boulevard Anatole France. Et ils allaient éteindre l'incendie du pavillon bleu. Et vous avez dit, il faut que je sache ça m'a toujours marqué ce que c'était que ce pavillon bleu. Voilà. Quoi. Surtout qu'à l'époque, il n'était plus du tout un dancing. D'après ce que j'ai lu, c'était devenu... Il était revenu, en fin de compte, à tous ses débuts, c'est-à-dire une épicerie, café, voilà, c'est ça. Alors, une belle histoire que ce pavillon bleu, dans les années 20, qui se développe, quoi. Oui, parce que, si vous voulez... Après, à la fin du premier conflit mondial, en fin de compte, les gens retrouvent les loisirs, retrouvent la danse. Et le plus connu ici pour des dancing était
ce que vous aviez juste à côté de chez vous, le fameux chalet. Mmh. Et d'autres établissements se sont créés, dont ce pavillon bleu, qui était route de Sablé, à l'embouchure avec le chemin de ronde. Voilà. Et alors ce pavillon bleu, moi j'étais très étonné. Je découvre qu'il a fait l'objet d'une chanson carrément. Il y a quelqu'un qui lui a créé une chanson. Alors, en fin de compte, le propriétaire de ce café-restaurant, qui s'appelait Pierre Adé, donc était dans la tendance de l'époque, et sans doute quelqu'un de très dynamique, hein. Il a tout simplement essayé de développer son affaire en créant un dancing champêtre. Hein, c'est-à-dire, on avait quelque chose où on pouvait s'installer sur des tables à côté dans les jardins. Et donc, ce pavillon bleu, et c'était un bâtiment en bois, les gens venaient à la fois manger et danser le dimanche après-midi. Alors, cette personne, en fin de compte, était sans doute avait un bon marketing, je dirais. Oui, c'est ça. Puisque, en fin de compte, à cette époque, il avait non seulement demandé à un certain Bob Colo, qui était à la fois boxeur, animateur et chansonnier, de lui écrire une chanson, hein, sur ce fameux pavillon bleu. Mais on a vu aussi, en fin de compte, ce personnage créé, parce que les gens n'avaient pas de voiture à l'époque. Et donc, Route de Sablé, c'était pas tout à fait le centre-ville. Et donc, il avait créé, en fin de compte, un service d'autocar qui permettait, en fin de compte... Comme les discothèques après, plus voilà, tard, en voilà, fait. Ouais, c'est ça. fait. Et alors, une torpedo bleue aussi, qui allait se promener en centre-ville avec l'orchestre de jazz. Ça, c'est pour son successeur, parce c'est son que successeur, d'accord. le fondateur, en fin de compte, vend son affaire en 1928. Le successeur l'oriente vers le jazz. On ne va pas pouvoir raconter toute l'histoire, parce qu'on n'a pas le temps, hélas. Mais par contre, vous avez le temps de le lire, évidemment, l'article. Et je vous le conseille pour découvrir, par exemple, le pseudo de Marcel Leget, qui c'est, qui est un peu plus américain, Marcel Legge, L-E-2-G, c'est drôle, c'est drôle. Enfin, moi, je trouve ça très drôle. Tout à fait. Bon, c'est sympathique. Qui a fondé le white jazz et le blue jazz. Hein, Voilà. C'était une époque. Bon, voilà deux exemples d'articles très intéressants, comme plein d'autres, à l'intérieur de ce numéro 481. 12 articles, 5 rubriques, des choses très diverses, très éclectiques. C'est intéressant pour ça. Le château de Chênay à Coursemont, pour commencer. Un mot ? Oui, disons que ça fait partie des choses qui ne sont pas tellement connues. Ouais. Et puis, on a quelqu'un, Georges Bigot, qui un jour dit « faudrait qu'on parle du château de Chênay ». Et j'ai de la documentation, et puis j'ai la plume pour le faire. Eh ben voilà. On a dit allons-y. Hein. C'est un habitant du lieu. Oui, c'est l'habitant de... Il habite Coursemont. Hein. Oui, il habite Coursemont. Oui. Et c'est une plume extérieure, Oui. Voilà. Qui n'est pas habituelle pour nous fournir des articles. C'est intéressant aussi, on découvre qu'à Sablé, décidément, c'est une terre, j'allais dire, propice pour développer une belle carrière. Léon Le Gludic. Ah oui. L'ancien maire de Sablé, oui, effectivement. Il y a eu des maires Donc avant célèbres. Joël Le Teul, avant François Fillon, il y a eu et Raphaël Élysée. Et Raphaël Et Élysée, il y a eu Léon Le Gludic. Il y a eu Léon Le Gludic, effectivement, qui a laissé une empreinte, puisque c'est à cette époque-là qu'il y a eu quand même 2 églises à Sablé. Ah bon ? Oui, il y avait l'ancienne église qui a Il y en avait une disparu, ancienne et une moderne. et puis pendant ce temps, on construisait la nouvelle. D'accord. Alors donc pendant quelques mois... Le général Cavaignac, alors c'est vrai que les plus anciens des Manceaux connaissent Cavaignac du fait de... C'était le nom de la caserne, La caserne. mais ils ne savaient pas qui était le général obligatoirement. Mais non, qui a fini ses jours à Flé, dans la Sarthe, oui, effectivement. C'est un personnage historique au niveau national. Hein. On est au début du 19e siècle, où à la fin, où il s'est illustré à Paris quelquefois dans des circonstances un petit peu difficiles. Hein. Un mot sur Pierre Thérouanne également. Pierre Thérouanne, c'est un chercheur local. Un gratouilleur, un terrassier. Il se disait appelait lui-même terrassier, il n'était pas archéologue. Mais c'est lui qui a découvert la sépulture de la reine Bérengère, en fait. Hein. Tout à fait. Ouais. Merci à Pierre Thérouanne. L'empoisonneuse et la chiromancienne.
Ah oui, alors là, c'était l'empoisonneuse, c'était bien, mais elle n'a pas été très habile, parce que tous les jours, elle allait voir la chiromancienne pour savoir quand est-ce que son mari allait mourir. Alors, cette brave dame, elle a dit, oh là là, il y a sûrement quelque chose de pas clair, je vais en causer avec les gendarmes, et puis c'est comme ça que le poteau rose s'est découvert. La Sarthe au fil de l'eau, c'est Daniel Levoyer, c'est la deuxième partie, là. C'est la deuxième partie, effectivement. La Sarthe est une rivière à découvrir, et à partir de l'eau, c'est encore mieux. À partir de... C'est moins connu, en tout cas. Oui, c'est moins connu, et puis quand même, elle débordait à cette époque-là, quand elle s'énervait, je peux vous dire qu'il y avait quand même de l'ambiance autour du Mans. Il y a un article qui est intéressant aussi, c'est celui où on met en parallèle deux destins, Simon Berneux et Henri Lemonnier, complètement différents. Oui. Alors, bon, il m'a paru intéressant de raconter ces deux histoires qui n'ont rien à voir, puisqu'on a un ecclésiastique qui s'en va prêcher la bonne parole. Corée, où il est célèbre aujourd'hui là-bas. Oui, bien sûr. Ouais. Et puis, né à quelques mois d'intervalle sur la vallée du Loir, on est entre le Lude et Château-du-Loir. Eh bien, un autre, c'est Henri Lemonnier, qui lui était un républicain farouche, l'un prêtre, l'autre médecin. Et que chacun, d'ailleurs c'est le titre qu'on avait retenu, un destin parallèle, je ne sais plus comment on avait noté. Engagé jusqu'à l'extrême. Oui, effectivement. En tout cas, on voit encore une fois la diversité de ce que vous proposez. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi, moi j'appelle ça des rubriques, mais je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, les mémoires courtes qui permettent de savoir un peu ce qu'est l'actualité, parce que vous parlez d'actualité aussi au bout du compte. Oui, effectivement, comme nous, on a toujours un décalage par rapport à ce qui se passe, on essaie de regrouper un petit peu dans cette rubrique mémoire courte 5 ou 6 faits qui se sont passés, ou 5 monuments qui évoluent, vraiment d'actualité, vous avez raison. Alors, il y a une photo mystère, c'est toujours intéressant, c'est où, c'est quoi? Bon, là, je vous laisse la découvrir. On l'a pas, volontairement, on ne l'a pas, j'allais dire, enregistré pour vous la présenter, vous achèterez le bouquin. Lisez Sartois, les mots croisés. Oui, tout à fait. Carrément sartois. Tout à fait. Ah oui. Parce que ça, c'est du travail, le mot croisé, c'est lourd. C'est quelque chose de... c'est un cruciverbiste chevronné qui est devenu verbicruciste, c'est Daniel Levoyer. D'accord. Et puis donc, il inverse les propositions à ce moment-là. Alors j'ai vu dans d'autres numéros du patois, là, j'ai pas trouvé de patois, là. Alors, non, il n'y en a pas toujours, mais dans le prochain numéro, là, Serge Bertin est en train de nous peaufiner un article. Bon, puisque vous parlez d'avenir, alors le prochain, c'est quand d'ailleurs, le prochain numéro? Alors le prochain numéro sortira, et c'est pas une blague, c'est pas que tous les 4 ans, mais il sortira le 29 février de l'an prochain. Donc un numéro rare. Il sera rare, oui, un collector. Évidemment. Au même titre que les autres. Et alors, vous avez dit tout à l'heure à Patrick Mèche qu'il avait des projets intéressants. C'est quoi les projets intéressants? Alors, chaque année pour les 24 heures, sauf l'an dernier où on a vraiment fait 5 numéros qui se sont suivis pour le centenaire, chaque année on fait un numéro spécial 24 heures. L'article est en préparation et cette année ça sera Corvette. Ah, très bien. Donc Chevrolet, pour ceux qui ne sauraient pas éventuellement. Corvette, voilà. Messieurs, merci et bravo. Bravo pour ce que vous faites en général. Bravo pour tout ce que vous nous avez raconté aujourd'hui. Et bonne chance pour la suite. Donc c'est tous les trimestres maintenant. Vous pouvez vous abonner, mais vous pouvez acheter en kiosque aussi. Sans problème, ou en librairie. Bonne fête de fin d'année. Merci, vous de même. Au revoir. Et merci de nous avoir reçus.